Donc 96, première crise de l'ESB. À l'époque, il y a un élu de la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire, du département, qui s'appelait Marc Collat, et qui était déjà en élevage allaitant et qui fait un voyage en Allemagne aussi en même temps. Enfin, la crise de l'ESB, il fait un voyage en Allemagne. Et il revient avec cette idée-là en se disant, tiens, on pourrait essayer de, entre guillemets, redorer la production de viande en s'adossant sur le cahier des charges agriculture biologique. Et créer un site en fait qui permet de créer de la référence et de la diffusion autour de l'élevage allaitant biologique. En mettant un postulat dès le départ, c'est que le système soit 100% autonome sur l'alimentation des animaux. Ça faisait partie un peu du traumatisme ESB, donc en se disant, bon bah voilà, au moins on se rassure que ce que vont consommer les animaux, ce que consommeront les bovins ici, ce seront des ressources qui seront produites en fait sur l'exploitation. Donc ça, c'était un premier postulat qui avait été posé dès la création. En plus, il faut qu'on se donne la capacité de produire de la viande bio, de la viande rouge bio. Ça, c'était aussi parce que bon, voilà, le verrou zootechnique le plus compliqué, c'est de finir des animaux, les engraisser. C'est la finition qui est un peu un verrou et qui va demander plus de besoins. Un peu les trois postulats de départ: autonomie, finition d'une majorité des animaux, et le 3, la transposabilité en fait du système. Notre idée, c'est on fait quand même d'abord de la recherche appliquée, de la démonstration, et après de la communication, de la formation. Les grands axes, ça a toujours été, depuis le départ, c'est un peu la colonne vertébrale de l'ensemble des essais qui ont été faits ici, tout ce qui va traiter autour de l'autonomie alimentaire. Donc au début, c'était beaucoup ça, autonomie protéique, etc. Et autonomie en matière sèche, en énergie, et en énergie alimentaire et en énergie protéine. Aujourd'hui, c'est greffé plutôt la thématique de l'adaptation au changement climatique, qui est un peu dans la même veine. C'est en fait maintenant comment on va faire avec des aléas qui vont être de plus en plus fréquents. Là, je pense qu'on a une belle illustration d'entre 2022 et l'hiver, printemps 2023-2024. La question du changement climatique, sa caractéristique vers des aléas de plus en plus fréquents et intenses, je pense qu'on commence à bien le sentir. Donc il y a toute cette question-là, comment on maintient l'autonomie d'un système avec ces contraintes qui sont de plus en plus fortes. Alors déjà, bienvenue à la ferme du Pressoir. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille ici. On fait un peu d'historique. J'ai repris l'exploitation derrière mes parents qui se sont installés en 73. Et en fait, eux, ils ont acheté leur première génisse limousine en 85. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils avaient développé plutôt la production laitière dans les années 75-80. De 80 jusqu'en 84-85, ils avaient un gros projet de production laitière qui s'est arrêté avec les quotas laitiers. Donc du coup, ils se sont trouvés bloqués et c'est là que papa a lancé le souhait de faire un troupeau limousin. Donc il a commencé avec l'achat de génisses, ce qu'on appelait tout venant à l'époque, c'était des génisses qui venaient de Dordogne, mais en général c'était celles que les gens ne voulaient pas garder, donc souvent c'était des problèmes de caractère. Donc ce qui fait que 3-4 ans après, il n'y en avait plus du tout, on avait tout revendu. Et donc à partir de là, il y a eu aussi le fait qu'ils ont acheté la ferme ici du Pressoir en 80, bon, ça s'est fait sur plusieurs années, mais 89-92. Et en fait, c'est à partir de là que le troupeau a vraiment augmenté. Et donc en fait, on va dire les origines du troupeau limousin, c'est beaucoup de génisses qui ont été achetées. Alors à l'époque, c'était avec Altitude, avec Pierre Reillac. Il y a eu aussi avec Raymond Lefort de CCBE à l'époque. Donc c'est beaucoup avec ces gens-là que papa a travaillé. Donc vous voyez sur la feuille, voilà, on avait acheté chez Thierry Lagautrière, chez Gérard Gillet, chez Claude Sébron ici dans le Maine-et-Loire. Et puis après dans le berceau, voilà, chez Aimé Barnago, Nicole Bessette. Et puis pour finir, on en avait acheté quelques-unes chez Guy Corbel dans Côte d'Armor et chez Vincent Noche aussi sur un plateau de 1000 vaches. Et puis aussi des vaches qualifiées mais qui étaient désaisonnées. Donc c'est des vaches qui ont souvent produit des femelles derrière. Donc ça a beaucoup fait accroître le troupeau en qualité. Donc chez Aléum, chez Lefranc aussi dans l'Indre, chez les dernières vaches aussi chez Pierre de Coster, et puis chez Maurice Barret et Michel Perrault, dans les dernières qu'on a achetées. Donc ça s'est étalé sur une grosse quinzaine d'années, entre 90 et 2006. Donc moi je me suis installé en 2006.
j'ai repris derrière les parts de ma maman. Et 2009, j'ai repris les parts de mon père, de Lucien. 2007, on a arrêté le lait, parce que jusqu'en 2007, on produisait quasiment 350 000 litres de lait. Donc arrêt en octobre 2007. Et puis après, on a continué donc, voilà, le troupeau avec aujourd'hui à peu près entre 90 et 100 vélages suivant les années. Un système naisseur-engraisseur semi-intensif. On a un chargement autour de 1,3, 1,3 GB par hectare de SFP. Voilà, 90-100 vélages, 2 périodes de vélage. Donc la moitié août, septembre, octobre et l'autre moitié, on va dire mi-janvier jusqu'à fin mars. Voilà, donc le système basé voilà, sur l'engraissement, sur la vente d'heures pro et puis un petit peu aussi de vente directe. Donc aux particuliers, puis aussi un petit peu aux collectivités, notamment aux restaurations scolaires là, sur la commune.